Eh bien, bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce jeudi soir. Il s'agit du Market Inside. Nous sommes le 4 juin, c'est Noël Clément qui fera donc avec vous la clôture. Vous avez le rappel légal en incrustation et juste après, nous allons pouvoir démarrer sur les actifs, trois actifs que nous traiterons juste après. Alors déjà, donc ce que nous avons ici sur l'écran, nous avons donc le CAC. Je l'ai mis volontairement en délit et après donc on se repassera donc le graphique en H4 puisqu'il aura donc des importantes significations donc à détailler. Déjà donc la clôture sur le CAC 40, nous avons une toute petite baisse de 0,21%. Il reste au-dessus de 5000 points, il est à 5011,98. Le DAX lui clôture en baisse un peu plus forte, mais bon pas énormément, de 0,45%. En restant donc largement au-dessus de 12 000, on est à 12 430,56. Et ce que l'on peut voir aussi sur la partie fondamentale, puisque nous allons un petit peu en parler, c'est que aujourd'hui donc il y avait donc deux informations globales intéressantes qui concernaient donc la réunion de la BCE et puis aussi donc les demandes d'allocation chômage aux États-Unis. Il se trouve que les demandes d'allocation chômage sont sorties un peu plus haut que ce qui était attendu, 1 877 000, ils attendaient 1,8 million. Mais globalement, donc, ce n'est pas forcément cela donc qui a influencé le marché, c'est surtout donc la BCE, puisque là, il y a eu donc une rallonge qui n'était pas attendue vraiment sur le programme PEPP, donc sur lequel donc la BCE a décidé de rajouter donc 600 milliards d'euros, puisque on attendait en fait 500 milliards. Et la durée également donc a été prolongée jusque juin 2021. Alors pendant un certain temps, le marché donc a boosté et après par la suite donc il s'est à nouveau donc assagi. Et ce que j'avais envie donc de vous montrer donc sur le CAC pour les personnes donc débutantes, lorsque l'on regarde donc un actif, il faut toujours commencer à le regarder donc sur la durée la plus longue. Normalement, on commence en mensuel, après en weekly, et on descend comme ceci. Donc là, nous allons parler donc du CAC. Ensuite, on parlera du GBP USD, donc la livre sterling, et après, on terminera par l'argent, le silver. Et donc, lorsque l'on regarde avec la moyenne mobile à 144 périodes, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant puisque c'est une moyenne mobile qui généralement nous permet de voir comment se comporte un marché. Et à partir du moment donc, où on voit donc cette moyenne mobile qui est haussière, comme pendant toute la période donc de décembre, janvier, février, eh bien le marché donc a tendance donc à venir prendre appui dessus dès lors qu'elle est haussière et donc pour rebondir. Sauf qu'à cette époque-là, effectivement, on faisait des sommets de plus en plus hauts, mais cette hausse était un peu anémique. Elle était d'ailleurs aussi donc mesurée d'un côté sur des divergences baissières sur les autres indices aux États-Unis et en Allemagne. Et cette moyenne mobile donc était haussière, on prenait appui dessus, elle servait de support. Mais à partir du moment où elle est passée baissière, eh bien c'est le premier contact, le tout premier contact que l'on a depuis. Et ce contact-là donc se fait maintenant donc en dessous. Et donc forcément donc cette moyenne mobile donc sert de résistance maintenant. Donc ça n'est pas un hasard si nous avons eu un test hier de cette moyenne mobile et aujourd'hui donc on s'arrête en dessous. D'un point de vue donc des chandeliers japonais, aujourd'hui donc sur l'analyse matinale donc il y a donc des points théoriques qui sont mis dessus et nous parlons donc justement des chandeliers japonais. Et là, nous avons donc typiquement ce que l'on appelle un Narami baissier. C'est-à-dire un Narami, eh bien, il faut avoir donc un chandelier haussier comme nous avons là, après une hausse étendue. Donc là, on peut considérer qu'après avoir fait ce range qui a duré très longtemps, il a duré 2 mois, eh bien, nous pouvons considérer que c'est une hausse qui est quand même assez étendue, surtout qu'en plus nous avons donc deux autres points donc de repère, qu'il s'agit donc le gap baissier. C'est un trou de cotation, on en avait déjà parlé. Le trou de cotation qui avait été créé donc le 9 mars, entre le 6 et le 9 mars, donc il n'y a pas eu de cotation, et toute cette partie en rouge donc a servi de résistance. Alors les autres indices l'ont passé pour la plupart, le DAX récemment, mais le CAC lui il est encore dedans, et donc il échoue actuellement à l'intérieur du gap baissier, en dessous de sa moyenne mobile à 144 périodes, c'est une moyenne mobile de Fibonacci, et également donc au travers d'une ligne de chandelier donc composée donc de deux bougies
et qui forment donc un aramie baissier. Donc vous avez un chandelier haussier qui est comme ceci, et un aramie baissier, c'est quand vous avez un corps qui est contenu à l'intérieur de l'autre corps. Donc là, ce doji que l'on a là, eh bien, donc fait un arrêt de hausse. Déjà, de par nature, un doji est également un arrêt de hausse, mais cette composition donc de ces deux chandeliers donc montre que nous avons une possibilité de correction. Alors la correction, tout dépend. Ce que l'on entend par là, si effectivement le marché donc veut garder son rush haussier, eh bien il peut dériver comme ceci, mais le plus probable donc c'est qu'il vienne prendre un appui un peu plus bas. En tout cas donc cet aramie n'est pas forcément donc une réaction immédiate, hein. En tout cas donc si nous devions avoir un niveau donc de repère, eh bien il s'agirait donc de viser peut-être les 4700 qui étaient auparavant un niveau donc de résistance. Voilà, donc on passe. Alors oui, une petite chose aussi. Non, on va passer directement au H4, puisque la petite chose dont je voulais vous parler, donc on la voit justement sur cette partie-là. D'ailleurs, vous deviez peut-être vous demander qu'est-ce que c'était que ces deux ronds. Eh bien, ces deux ronds, eh bien, servaient tout simplement quand on faisait notre travail pendant le live trading avec les clients XTB. Eh bien, lorsqu'on était encore inscrit à l'intérieur de ce triangle que vous voyez en orange, qui était un triangle, on pouvait le qualifier de triangle symétrique ou de triangle rectangle haussier. Dans tous les cas, c'était assez compliqué de savoir si nous allions donc peut-être plutôt partir à la baisse ou à la hausse. Et l'idée donc c'était plutôt donc de mettre un ordre donc de vente au niveau donc de ce rond ici rouge ou un ordre d'achat au niveau de ce rond là. Puisque dans les deux cas, à partir du moment où on sortait de ce corner, eh bien nous devions donc trouver un directionnel. Et le faire donc auparavant, on pouvait le faire bien évidemment, mais il y a toujours une part de risque et de pari. Et donc le prendre avant donc à la baisse, mettons, alors qu'on était ici, en se disant on va se cogner, on s'est cogné une fois, deux fois, trois fois, on va partir à la baisse. Ça aurait été bien sûr une erreur. Par contre, on ne perd pas beaucoup en fait en commençant donc à prendre un trade qui sort justement de ce range, puisque cette convergence des prix, puisqu'on voit bien, il y a un grand écart, après un plus petit écart, encore un plus petit, un peu comme une harmonique. Et à partir du moment où on reprend un directionnel, et bien là, on a vraiment donc une direction qui se fait donc très fortement. Donc ça, les clients XTB donc sauront de quoi je parle puisqu'on l'a fait ensemble. Et donc on voit donc que effectivement c'était donc un bon choix donc d'attendre, même si effectivement donc on perd 50 points, c'est pas bien grave en tout cas. Et donc en H4, eh bien on peut déjà voir que la moyenne mobile qui était inexorablement baissière, euh, voire plate, si on était donc plutôt optimiste en regardant justement d'où elle venait, et bien maintenant donc on voit clairement qu'elle passe haussière. Donc on peut dire que le marché donc franchement prend des vraies options donc à la hausse. Sauf que le fait qu'il s'arrête dans cette zone-là donc est un peu gênant dans le sens où bien sûr nous avons fait un gap haussier. Alors, de la même manière qu'un gap haussier, eh bien, doit être testé. Les Japonais disent que normalement un gap, il doit être testé dans les entre 3 et 6 jours. Donc là, on est vraiment dans la période et entre 3 et 6 jours, si il n'est pas testé, si on repart à la hausse, il est validé. Pour l'instant, eh bien, on peut considérer que ce gap, ce n'est qu'un gap euh, commun tant qu'on ne sera pas revenu dessus. On peut donc très bien même venir le traverser. Et à partir du moment où on repartira à la hausse, eh bien ce gap-là, même s'il est fermé, aura toujours son influence pour la suite. Mais donc il aura donc consolidé donc cette hausse, puisque là on est parti donc en ligne droite hein, quasiment. Et donc une vraie correction donc serait vraiment donc salutaire. Allez, on va passer sur le GBP/USD. Le GBP/USD donc il avait été également l'objet d'un trade puisque l'idée, c'était de venir justement vendre cette zone qui pouvait être considérée comme étant une zone de ligne de coup. Le GBP/USD, vous l'avez actuellement en H4. Et donc, ce que l'on avait donc déjà identifié, c'est une zone d'inversion de polarité. Pareil, pour les personnes débutantes, on en avait déjà parlé. Eh bien, cette zone-là, que vous voyez ici, tantôt en rouge, tantôt en vert, eh bien, change de polarité. Comme un plafond que l'on viendrait à casser, passer au-dessus, ce plafond peut devenir un plancher. De la même manière que quand on casse et on passe à travers un plancher, si on essaye de repasser au-dessus, si c'est un tapis roulant et donc le plancher avance, eh bien on vient se cogner au plafond. Là c'est pareil. Là ici donc c'est un plafond, c'est une résistance. Et à partir du moment où on passe au-dessus, eh bien ça sert de support. Et quand on passe en dessous, à partir de là, ça sert à nouveau de résistance. Et donc cette résistance-là, eh bien elle a eu sa fonction de rejet
déjà donc à plusieurs reprises. Là, on peut dire qu'on s'est approché, elle l'a rejeté à distance. Là, carrément, on est allé à l'intérieur, rejeté à distance. À nouveau une deuxième fois, d'ailleurs. L'idée, c'était de peut-être imaginer que l'on avait ici donc un double sommet, un double top. Mais donc, l'objectif qui était donc tout simplement de vendre en dessous de la ligne de coup était donc un bon objectif puisque le déclenchement donc devait être fait donc à 1,22 395. La première cible elle était donc à 1,21 275. La première cible a été atteinte, pas la deuxième. De toute façon, donc à partir du moment où on atteint donc une première cible, on doit donc gérer sa position et donc de sortir de la moitié ou des deux tiers et de laisser le dernier tiers courir donc pour venir donc chercher donc la deuxième cible. Et à partir du moment aussi où on est venu donc prendre un achat, enfin ou du moins une vente à ce niveau-là, le stop loss donc qui est donc situé ici normalement donc doit être redescendu en dessous de son niveau pour que le stop loss devienne un stop win. Bon, ça c'est le petit côté donc technique. Maintenant, donc en ce qui concerne le GBP USD, on se rend compte qu'il revient à nouveau dans sa zone de résistance. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là actuellement, le GBP se donne une chance de pouvoir passer au-dessus, tout simplement parce qu'il est en train de former des structures en arrondi. Vous vous souvenez, on avait parlé donc de François Baron, qui est donc vraiment donc l'initiateur, le créateur, justement donc de cette vision donc de comment on peut analyser un marché. Et à partir du moment donc on pourrait donc avoir à nouveau donc un arrondi, parce qu'à mon avis c'est ce qu'il faudrait, parce que le passer là tout de suite, ça semble peu probable, pour la simple et bonne raison déjà aussi que l'ordre des moyennes mobiles n'est pas bon, puisque vous avez la moyenne mobile à 144 périodes qui est en dessous, donc l'orange, qui est en dessous de la moyenne mobile à 377 périodes, qui est aussi une moyenne mobile de Fibonacci. Et là, nous n'avons pas encore croisé avec la moyenne mobile à 55 périodes en violet, en bleu, en violet. Nous n'avons pas encore croisé la 377. Mais de toute façon, pour passer à la hausse, il faut que la 144 passe au-dessus de la 377. Ça n'est pas fait non plus. Donc l'idée serait plutôt donc que l'on revienne donc sur cette position-là, la 377 qui servait donc de résistance, tout comme la zone rouge. Parce que là, vous avez encore ici la 377. Là, vous avez encore la 377. Eh bien, le fait que l'on soit maintenant passé au-dessus peut servir de support, puisque cette moyenne mobile à 377 périodes est maintenant haussière. Donc, on peut donc revenir dessus et terminer de construire la structure. Ça n'est pas fait, bien évidemment, mais on peut donc déjà commencer donc à changer donc sa vision des choses. Auparavant, donc on la voyait donc plutôt donc très baissière, puisque ce double top là, s'il avait fonctionné, donc on serait donc dans cette zone-là. Or, le marché donc sur le câble, il a très bien réagi, d'autant mieux réagi justement qu'il a réussi donc à regrouper ses moyennes mobiles et donc se redonner une chance donc de repasser. En tout cas, la meilleure solution qu'il aurait donc à faire sur cette paire de devises en euros, en livres dollars, en livres sterling dollars, eh bien, ce serait de revenir sur, actuellement, il cote à 1,26 grosso modo, hein. Ce serait qu'on revienne sur un 24, avec un 24,5, un 24. Allez, on va passer donc sur le silver. Le silver, donc c'est pareil. Vous avez donc ici donc en H4, on en a déjà plusieurs fois parlé, donc on va gagner du temps. Le silver donc est dans une tendance haussière. Là, on a mis, enfin, je n'ai mis que la moyenne mobile à 55 périodes, qui est haussière. Mais même sans cela, on voit très bien que donc, le- l'argent, le silver, donc, il est vraiment très orienté à la hausse. Nous voyons aussi donc que ces différentes zones également d'inversion de polarité, eh bien, je reprends, hein, une fois on s'appuie, et après on traverse. Et quand on traverse, donc on valide bien donc une zone qui était donc une zone support, qui devient une zone de résistance. C'est-à-dire pour ça donc elle était en rouge. Et quand on l'a passé donc à toute vitesse, de la même manière qu'on l'a passé donc à grande vitesse à la baisse, on l'a passé à grande vitesse à la hausse. Maintenant donc on a backtesté à plusieurs reprises dessus. Et nous sommes venus donc à la fois nous appuyer sur la zone d'inversion de polarité, à la fois nous sommes venus nous appuyer également sur la bande Bollinger inférieure, je vous la noircis ici, voilà, et à la fois également sur la moyenne mobile à 55 périodes qui est ici, qui est toujours haussière. Alors même si effectivement donc le silver donc a donné donc des signes de faiblesse, ce ne sont pas des signes de faiblesse à mon sens dramatiques. Ça serait dramatique si il venait à construire une structure baissière, et cette structure baissière pourrait être en forme ici d'épaule, ici en forme de tête, et une épaule hypothétique qui viendrait donc à se former ici, qui aurait donc pour nature donc à aplatir la moyenne mobile à 55 périodes et à la faire devenir baissière. Et à ce moment-là, donc on pourrait envisager donc une relance baissière donc sur le silver. Actuellement, ça n'est pas donc ce qui est attendu.
mais plutôt donc une construction plutôt à l'achat ici, donc sur son premier support, et donc de venir donc après donc relancer donc au travers justement d'un mouvement qui est en cours et qui est destiné normalement donc à atteindre ses récents sommets, c'est-à-dire aux alentours des 18-19. Actuellement, on est à 17,65. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, tant qu'il tient donc ce niveau-là, donc est un niveau d'achat. Voilà, je n'en fais pas plus. J'espère que vous avez donc pu bénéficier donc d'une journée comme celle-ci, donc pour pouvoir vous positionner. Actuellement, donc le marché donc n'a pas de faiblesse. Si aujourd'hui donc il aurait donc des faiblesses, eh bien ce serait peut-être pour consolider donc cette hausse. Dans tous les cas, donc on doit observer donc ce qu'il se passe, même si au niveau du Nasdaq, il a pris tellement d'avance que ça a été tellement donc le marché directeur, il a tellement tiré les prix vers le haut que s'il venait donc maintenant donc à consolider, ce serait un mauvais coup qu'il donnerait donc aux indices qui sont en retard, hein, puisque les indices qui sont en retard, comme le CAC par exemple, eh bien n'est pas encore suffisamment solide pour supporter donc une correction, et la correction sur le CAC serait plutôt donc assimilée à peut-être pas une relance baissière, mais en tout cas donc à un anéantissement donc de la hausse qu'il a connue. Voilà, donc on va continuer donc à regarder cela. Demain, vendredi, on abordera donc d'autres actifs justement, où on refera donc justement un retour sur ce que l'on a pu voir cette semaine. Merci, bonne soirée. Et comme toujours, protégez-vous au travers de vos stop loss. Ce sont eux qui peuvent vous protéger donc et en tout cas donc limiter les pertes sur votre capital. À bientôt. Au revoir.